Cinquième critère, c'est l'évaluation des actifs et passifs à la date d'inventaire. Je prends un extrait du poste marchandises, stock de marchandises. Alors, on a la valeur brute, le cumul ou bien la provision pour dépréciation des marchandises et la valeur réelle sur le marché du stock. Alors, l'auditeur doit vérifier que les stocks ont été évalués à la date de l'inventaire. D'accord? Parce que le bilan au 31 décembre doit faire l'objet de l'évaluation des actifs et des passifs à cette date. Il doit aussi évaluer que la méthode d'évaluation utilisée est régulière, selon le Code général de normalisation comptable, et il doit évaluer aussi, d'accord, la sincérité de la provision estimée. D'accord? Est-ce que la provision constituée a été correctement estimée ou pas? Sixième assertion, mesure. Donc, une opération est enregistrée à sa valeur de transaction et un produit ou une charge sont rattachés à l'exercice. Alors, ici, nous avons deux volets. Nous avons le respect de la valeur de transaction, c'est-à-dire que je ne dois pas me tromper en enregistrant une facture. D'accord, le montant qui figure dans la facture doit être utilisé exactement dans l'enregistrement comptable. D'accord. Ça d'une part. D'une autre part, il faut donc respecter le principe de spécialisation des exercices. C'est-à-dire, je ne dois enregistrer dans le bilan et dans le CPC de l'année que les charges et les produits qui sont rattachés à l'exercice réellement. Exemple, si je prends le poste achat-revendu de marchandises, l'auditeur doit vérifier l'exactitude du montant comptabilisé par rapport à celui des factures d'achat de marchandises. Ça d'une part. D'autre part, uniquement les factures d'achat de marchandises qui ont été revendues au cours de l'année. Parce que les achats de marchandises qui n'ont pas été encore revendus feront l'objet d'une régularisation des stocks. D'accord, comme vous avez déjà vu ça en première année. Et finalement, donc l'assertion numéro 7, c'est présentation et information données. C'est-à-dire que les informations données, les informations financières données doivent être présentées et classées selon le référentiel comptable applicable. Les opérations et les événements doivent être enregistrés dans les comptes adéquats. D'accord. Il faut respecter donc le bon compte pour chaque opération. La présentation et la forme des documents doivent obligatoirement correspondre aux annexes du plan comptable marocain. À la fin du plan comptable, vous avez les modèles du bilan, du CPC, de l'état de solde de gestion, de tableau de financement et ainsi de suite. Alors ces modèles doivent être respectés, d'accord, sur la forme et sur le fond aussi. Par exemple, dans le bilan, on doit présenter par exemple les postes, uniquement les postes. On ne doit pas faire apparaître les comptes. Au-delà des postes, donc dans l'actif, on doit avoir trois colonnes, brut, amortissement et provision et net, avec le net de l'année dernière, et ainsi de suite. Alors pour collecter les éléments probants, l'auditeur dispose d'un ensemble de techniques, de tests substantifs, d'accord, qui peuvent être appliqués pour valider les assertions. Alors, première technique, on parle de l'inspection physique ou de l'observation. C'est le cas notamment lorsque l'auditeur veut valider l'assertion de l'existence pour un actif. On peut parler par exemple de la confirmation directe lorsque l'auditeur va demander à un client ou à un fournisseur de valider le montant d'une créance ou bien d'une dette inscrite au bilan de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la circularisation. Il se fait notamment à travers un écrit qui est envoyé, que ce soit à un fournisseur ou bien à un client, un tiers de manière générale, pour valider donc une donnée comptable de l'entreprise. Bien évidemment, cette donnée doit être relative à une créance ou bien une dette vis-à-vis de ses partenaires.
Troisième élément, l'examen des documents reçus. Il s'agit notamment des factures fournisseurs et des autres documents comptables reçus. L'examen aussi des documents créés par l'entreprise, notamment les factures de vente. Même si ces documents, l'original est envoyé au client, l'entreprise doit quand même garder une photocopie. Il y a les contrôles arithmétiques pour s'assurer par exemple du regroupement comptable, du total du bilan, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de calcul. Les analyses, par exemple, lorsqu'on parle de l'examen analytique, des procédés analytiques, les estimations lorsqu'il s'agit des provisions pour dépréciation des créances, à titre d'exemple. Les rapprochements bancaires, les recoupements, c'est lorsque j'essaie de valider une assertion en utilisant plusieurs sources d'informations à la fois, d'accord, pour voir est-ce que ces informations convergent vers la même donnée ou pas, et ainsi de suite. Et finalement, les informations verbales obtenues des dirigeants et salariés de l'entreprise, qui peuvent aussi constituer, dans certains cas, des éléments probants. Bien évidemment, ça, ce sont l'ensemble de diligences que l'auditeur va faire au cours de sa mission, avec aussi les tests de procédure ou bien de contrôle, et tous ces éléments, donc les tests substantifs avec les tests de contrôle qui visent l'évaluation du contrôle interne, vont permettre à l'auditeur de collecter donc les éléments probants sur lesquels son opinion va être basée. Et donc pour résumer un petit peu cette étape, donc nous aurons donc des tests substantifs à faire par l'auditeur qui se composent de deux catégories de tests, des procédés analytiques et des tests de détail. Alors ces tests substantifs vont permettre de conclure sur les assertions d'audit, d'accord, en collectant les éléments probants suffisants et appropriés. Finalement, la dernière phase d'audit, travaux de finalisation de la mission. Ces travaux constituent pour l'auditeur la dernière étape avant la formulation de son opinion sur les comptes et la rédaction du rapport. L'auditeur les réalise dans l'objectif d'obtenir l'assurance qu'il a obtenu l'information nécessaire, suffisante et pertinente. Alors ces travaux peuvent inclure les composantes suivantes. Recherche des événements postérieurs à l'exercice. Alors même si l'exercice est clôturé à la date du 31 décembre de l'exercice N par exemple, il se peut qu'un événement survienne donc au début de janvier. Par exemple, un client, pendant la première semaine du mois de janvier, l'entreprise donc prend connaissance que ce client-là est dans une situation financière très délicate. D'accord? Dans ce cas, le commissaire aux comptes ou bien l'auditeur doit vérifier cet événement, d'accord? Qui comptablement se traduit par la non-constatation d'une provision pour dépréciation des créances douteuses. Après, dans le guide pratique de l'audit marocain, vous allez trouver plus de détails sur comment donc traiter les événements postérieurs à l'exercice. Il y a le questionnaire de fin de mission, donc c'est une sorte de checklist pour l'auditeur pour vérifier est-ce qu'il a donc respecté donc toutes les étapes de sa mission ou pas. Lettre d'affirmation éventuellement, donc c'est l'engagement donné par la direction qu'il a donné toutes les informations utiles à l'auditeur. Et finalement, donc la synthèse de la mission et le rapport de fin de mission. Alors, dans le rapport, l'opinion exprimée par l'auditeur peut prendre l'une des trois formes suivantes. Alors, soit l'auditeur va certifier sans réserve, d'accord, donc le commissaire aux comptes, dans ce cas, va certifier les comptes de l'entreprise sans aucune remarque, soit il va certifier avec réserve s'il y a des anomalies, mais qui ne sont pas significatives, ou bien il va refuser la certification s'il y a donc des anomalies significatives. Rappelons que la certification
est uniquement faite dans le cas de l'audit légal, d'accord? L'audit contractuel ne donne pas donc, donc accès à la certification des comptes et que seuls les commissaires aux comptes sont habilités à certifier les comptes d'une entreprise.